Bonsoir à tous et bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission consacrée au monde du 7e art, un jeudi sur deux sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 15 mars et c'est la 55e. Bonsoir à tous, donc ce soir ça sera une émission assez particulière pour nous car comme vous l'avez constaté, notre présentateur vedette Luc n'est malheureusement pas avec nous, donc c'est Maxime qui assurera et Julia qui assureront la présentation de cette émission. Mais s'il vous manque, nous vous rappelons que le podcast de la dernière émission sera disponible ce soir ou demain matin sur YouTube et que le timecode pour écouter sa sublime imitation nasillarde de Jean Marais dans La Belle et la Bête est 20 minutes 04 et je vous préviens, ça s'écoute sans fin. Mais comme on dit souvent, les absents ont toujours tort, donc je vais vous présenter l'équipe de ce soir. Elle revient avec nous dans le studio de Radioactive et ça nous fait vraiment chaud au cœur de la revoir. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous parler ce soir d'une icône prénommée Mylène et d'un beau garçon prénommé Christian, c'est bien ça ? Alors Mylène, oui, mais bon, pas que. Hein. Donc je vais vous parler de Ghostland, un film de genre, oui, et de Hostile. Voilà. Bon. C'est super. Alors, bonsoir Julia. Bonsoir. Alors toi, tu vas nous parler d'un film de science-fiction que j'ai énormément adoré et d'un thriller italien assez haletant, c'est bien ça ? C'est exact. Très bien, donc on va alors préciser parce qu'on a quand même un petit pincement au cœur puisque c'est ta dernière émission avec nous avant un petit moment. Oui. Voilà, ce qui explique ce soir l'absence d'Anthony, qui vient souvent nous prêter main forte en cas de désistement, notamment souvent de Luc ou de Nathalie ou de quelqu'un d'autre ou même de moi-même. Mais au vu de ta citation d'Elia Kazan la semaine dernière, ça a été visiblement trop difficile pour lui de venir te dire au revoir. Ou est-ce que c'est peut-être à cause de la playlist que va diffuser Nathalie ce soir ? Nous n'en savons rien. Mais voilà, s'il nous écoute, on l'embrasse. Mes citations à moi, personne ne fait qu'à de mes citations. Oui, mais j'essaie un peu de te sauver un peu pour éviter justement que Luc et Anthony se remémorent la citation de la semaine dernière. Voilà. Vous êtes désagréable. Voilà, donc écoutez, c'est très bien. Donc je vous propose qu'on enchaîne avec une party news. Donc la party news, c'est moi qui vais la présenter. Du coup, je vais garder le micro. Donc je vais commencer par le débrief d'un événement qui avait lieu le week-end dernier, qu'on avait relayé sur la page Facebook, qui est la carte blanche qu'avait accordée l'association Les Lumières du Sud à Xavier Le Herper, le célèbre critique de cinéma qui travaille à la 7e Obsession et aussi qu'on voit souvent dans la matinale de CNews. Donc voilà, c'était organisé par l'association Lumières du Sud en partenariat avec le Ciné Étoile de Sifour, où se déroulait d'ailleurs l'événement. Et pour cette 6e édition, on peut dire qu'il y avait vraiment un super programme avec l'excellent thriller espagnol Un homme patient, et qui a fait aussi l'objet de la masterclass le dimanche matin de Xavier Le Herper, mais aussi de La Passion Van Gogh et du très beau Élie. On avait parlé de ces 3 films, je crois, durant l'émission de fin d'année, bilan de fin d'année. Et j'ai fait aussi une jolie découverte que je voulais vraiment vous partager, qui est un documentaire qui s'appelle Parfaite et qui est une plongée vraiment, on va dire, assez dure et à la fois assez enthousiasmant sur le milieu de la natation synchronisée. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique portrait de femme forte, voilà, que véhiculait ce film. Et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à ce film si vous pouvez mettre la main dessus. Voilà. Il sera diffusé où ? Il est sorti l'année dernière, il a été diffusé dans le cadre de la carte blanche, mais je pense qu'il sera peut-être trouvable d'ici quelques temps en VOD, on vous tiendra au courant. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, ne serait-ce qu'en projection unique ou même justement en VOD, on vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu moins léger, mais qui est tout aussi important, puisqu'on va vous reparler un peu de la soirée de soutien qui aura lieu demain soir à partir de 19h au Vox. Donc la billetterie est disponible justement sur billetterie.vegazel.net justement, et il y a aussi le lien sur le site de Radioactive sur la page d'accueil. Et voilà, et c'est l'occasion non seulement pour faire la fête, voilà, parce que c'est aussi l'occasion de faire la fête. Il y aura le Gagneto de Club et plusieurs autres DJ résidents de la radio qui viendront animer.
Et voilà, donc il reste 300 places et on vous encourage vraiment à venir. C'est important pour nous, pour la radio. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on vous annonce aussi, on l'a relayé sur notre page Facebook, qu'il y a un crowdfunding qui a été mis en place justement pour la radio. Car comme vous le savez, et c'est aussi le but, ce pourquoi on a organisé cette soirée de soutien principalement, c'est que la radio est aujourd'hui en difficulté. Nous avons besoin de 15 000 € pour justement continuer à émettre, continuer à vous offrir des contenus de qualité. Et voilà. Et avoir une radio sans publicité, c'est quand même assez important sur voilà, l'agglomération toulonnaise. C'est ça, parce qu'on est la seule radio justement à prôner une indépendance totale, que ce soit dans la liberté de ton, mais aussi dans le fait, comme l'a dit Nathalie, que nous n'avons aucune pub qui sont diffusées. Il n'y a aucune pub, on n'a aucun financement externe justement à part nos subventions. On a besoin justement de cet argent pour continuer à exister et je tiens à le préciser. C'est donc un crowdfunding avec justement des contreparties. Ça peut très bien aller d'un immense merci à des places justement de concert ou même pouvoir s'offrir un DJ de la radio pour animer une soirée anniversaire ou quelque chose comme ça. Et voilà, et c'est très très important et on a énormément besoin de vous. Donc c'est pour ça qu'on espère vous voir nombreux au Vox demain soir. Voilà, en espérant que si vous ne donnez pas, au moins faites tourner le crowdfunding pour dire vraiment qu'on a besoin de vous. Justement, on a énormément besoin de vous là-dessus. On a mis les liens sur nos pages Facebook. Tout à donc fait. C'est vrai que n'hésitez pas à partager, c'est quand même assez important. Allez faire la fête pour la bonne cause. Voilà. Et donc, on va donc continuer dans la partie news avec un calendrier, on va dire, un calendrier d'événements. Donc, on vous précise que depuis hier et jusqu'à vendredi soir se déroule le festival Toulon tout court. On avait reçu Marc Périllon, l'un des responsables, la semaine dernière. Voilà, et on vous a mis aussi le lien justement pour... c'est totalement gratuit, on vous a mis le lien d'inscription pour les événements sur la page Facebook de l'émission. Voilà, et on va vous parler d'avant-première puisque la semaine prochaine il y a 2 grosses avant-premières qui vont se dérouler sur Toulon avec les équipes du film, notamment Largué d'Elodie Lang qui sera au Pâté Liberté le 23 mars à 15h en présence d'Elodie Lang et de Miu Miu. Donc d'ailleurs à ce sans Camille Cotin. Sans Camille Cotin, mais mince. Oui. Mince. Mais je vous conseille quand même de regarder un peu notre page Facebook vers midi pour peut-être un petit avis en exclusivité justement sur le film. Et une autre avant-première aussi, c'est au Royal, ça se passe, c'est Madame Hyde de Serge Bonjon, en présence de Serge Bonjon, et ça a l'air d'être un film extrêmement original justement, avec Isabelle Huppert dans le rôle titre. Romain Duris aussi. Et Romain Duris justement, une relecture justement de Dr Jekyll et de Mr Hyde qui a l'air assez farfelu. Voilà, et on va terminer donc cette partie news par une bande d'annonces, par plutôt 2 bandes d'annonces. La première bande d'annonce, c'est celle de Loro, de Paolo Sorrentino, qui s'intéresse donc à Silvio Berlusconi, qui veut faire un portrait en 2 parties de Silvio Berlusconi. Donc Silvio Berlusconi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme d'affaires qui est devenu Premier ministre en Italie, qui est aussi propriétaire de l'AC Milan et de beaucoup d'autres médias en Italie. Ceux qui ne savent pas qui c'est, ils vivent dans une grotte au fin fond de je sais pas trop où, quoi. Hein. Qui est aussi connu donc comme par ses affaires de corruption aussi et par ses controverses avec certaines femmes. D'ailleurs, le teaser, je trouve, le montre habilement, même s'il montre pas grand-chose, le montre habilement. Ça sera un film qui, je pense, sera sélectionné au prochain festival de Cannes. Oh oui. Enfin, en tout cas, on l'espère. La première partie sortira le 24 avril en Italie, la deuxième le 28 mai en Italie aussi, mais on connaît l'attrait qu'a Thierry Frémaux pour le cinéma italien. On sait que ce n'est pas un problème d'avoir un film qui a été justement qui est sorti en Italie, mais qui sera diffusé un peu plus tard en exclusivité internationale au Festival de Cannes. Voilà, donc on croise fortement les doigts et on espère vraiment qu'il soit à Cannes pour qu'on puisse voir ce film au plus vite et qu'on vous fasse un débrief assez rapidement. C'est vrai que Sorrentino est quand même un des réalisateurs d'ailleurs préférés de Julia. Oui, et de moi aussi. Non mais oui. Mais Julia. Aussi. Voilà, et de moi aussi. Et de toi non, pas de toi. Bien sûr que si. Voilà. Donc voilà, et une autre bande d'annonce. Alors cette bande d'annonce, on voulait pas forcément en parler, mais Luc n'étant pas présent, il nous a quand même insisté lourdement pour qu'on en parle en disant que c'était une belle bande d'annonce. C'est la bande d'annonce de Taxi 5. Justement, voilà. Donc je cite ce que a dit Luc. On vous encourage à aller le voir. Moi, je trouve que c'est, on va dire, intéressant, mais Luc a un avis très enthousiaste dessus. Je vais vous lire ce qu'il a marqué sur notre justement la conversation Facebook de l'émission. C'est pas beau de balancer. La bande annonce de Taxi 5 m'a fait hurler de rire. J'adore l'humour de Franck Gastambet et Pattaya est l'une des plus grandes comédies françaises de ces dernières années. J'irai le premier jour pour voir que Taxi 5 et j'en ferai la chronique. Voilà.
C'est Tout un programme. tout un programme et voilà, c'est ce qu'a dit justement notre ami Luc. Donc du coup, on enchaîne directement avec Ghostland, Nathalie. J'enchaîne directement. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer très très fort la chronique, tu vas être content Maxime. Je ne regarde pas les films d'horreur, ni les films d'épouvante. Je n'aime pas et je les apprécie pas. La dernière fois où j'ai eu terriblement peur, j'avais 7 ans et c'était pour le clip de Michael Jackson en 1983. Pourtant, lorsque Luc nous a demandé en début d'année quel film on attendait en cette année 2018 et de n'en choisir qu'un, moi j'ai choisi Ghostland. Alors, pas par rapport à son style, vous l'aurez compris, ni par rapport à son sujet, ni par rapport à son réalisateur. Une seule chose m'intéressait, une des actrices présentes au casting. Mylène Farmer. Alors oui, je l'avoue, je suis une grande fan. Je ne fais pas partie des hystériques, quoique quand même un tout petit peu. Alors j'avais prévenu tout le monde. Je n'accepterai aucune critique négative sur ce film sous peine de représailles, même physiques. Alors, je vais essayer d'être objective. J'ai bien dit je vais essayer. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses 2 filles héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Alors, je n'ai pas été traumatisée, je n'ai pas subi pendant 1h30 un récit cauchemardesque, je n'ai pas eu peur. Déjà, c'est un bon point. De moins pour moi. Par contre, j'ai trouvé la narration très efficace, car on nous plonge tout de suite dans le vif du sujet. On ne perd pas de temps à nous expliquer toutes sortes de trucs qui auraient pu parasiter la dynamique du film, et du coup, on gagne. Le rythme est très bon, et ce qui joue en sa faveur aussi, c'est la durée du film qui est de 1h32, donc ça pulse vraiment bien. Les 2 jeunes filles qui jouent les adolescentes, donc Emilia Jones et Taylor Hickson, sont très très bien. Anastia Phillips, qui interprète Vera, nous livre une performance criante de vérité. Crystal Reed interprète Bess, et quant à elle, elle est vraiment bouleversante, elle est époustouflante. Quant à Mylène Farmer, qui joue Pauline, la mère de ces 2 jeunes filles, elle incarne à la perfection cette mère courageuse. L'ambiance du film est glauque et par moments malsain. Ça m'a fait un peu penser à l'univers de Mylène Farmer quand on connaît un petit peu ses clips, donc j'ai pas été trop dépaysée. Alors oui, j'ai bien aimé, je n'ai pas été transportée non plus. J'ai lu quelque part que le film aurait pu rendre fou ou nous rendre un petit peu frappadingue. Alors, pas plus que ça, c'est peut-être parce que je suis déjà folle à la base. Mais en tout cas, je pensais plus subir le film que ça. Et à l'arrivée, je suis plutôt contente car j'ai presque pris du plaisir à le voir. Et pour être totalement honnête, je n'ai pas pu mentir en faisant cette chronique. Donc oui, j'ai aimé un film de genre, Monsieur Maxime. Ça te fait plaisir ? Tout à fait, surtout que Pascal Laugier est un réalisateur que j'apprécie énormément. Je trouve que son Martyr avait été injustement mis dans le même sac que Frontières Allégeance en le qualifiant un peu de torture porn gratuit, alors que c'est un réalisateur qui développe des thématiques autour justement des traumatismes et aussi des manières dont on s'en remet qui sont vraiment très intelligentes, parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment l'un des rares réalisateurs au monde et en activité à comprendre que pour faire un bon film d'horreur, il faut porter autant un grand soin à la psychologie de ses personnages qu'à l'ambiance et à la violence graphique qui est présente à l'écran. Et en ce sens, j'ai vraiment bien aimé Ghostland parce que je trouve qu'il fonctionne à la perfection les 3/4 du temps. Même si je trouve que la manière dont il conclut est un peu too much et poussif et qu'il aurait pu aller presque encore plus loin dans sa démarche, un peu comme Martyr. Il va quand même sacrément loin. Hein. Ah oui, mais Martyr, c'est autre chose. C'est vraiment, on va pas spoiler le film, mais disons que Martyr est beaucoup plus noir que Ghostland, surtout sur sa fin. Moi, je trouve que c'est un des meilleur film d'horreur français qui a été fait ces 5-10 dernières années, pour pas dire le meilleur. Et ça fait vraiment du bien d'avoir cette proposition-là, cette sorte de voyage d'1h30 dans un immense mixeur, justement. Ce qui fait du bien aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est dans d'avoir un film français. d'1h30. Oui. La rythmique est vraiment différente, on s'embarrasse pas de détails inutiles, et c'est vrai que il est vraiment efficace. C'est vrai que par moments, notamment la décoration un petit peu
pas anormal, mais un petit peu en décalage de cette maison, fait vraiment penser à Mylène Farmer, parce qu'il l'a quand même choisi. Et on comprend pourquoi ces deux-là se sont trouvés et se sont appréciés. Ah oui, tout à fait. Je trouve que justement, c'est totalement raccord avec l'univers de Pascal Laugier. Et je trouve que ça donne une ambiance vraiment prenante qui moi, m'a personnellement scotché au fauteuil durant 90 minutes. Ah bon ? Ouais. D'accord. Bon, je suis bizarre, alors. Non, mais disons que c'est... Les gens dans la salle sautaient. Hein. Pour moi, c'est vraiment la définition d'un bon film d'horreur comme 90% de la production mondiale devrait être aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute. Et ça fait du bien de voir ça dans le paysage audiovisuel français. Déjà, il a le mérite d'être diffusé sur Toulon. Oui, tout à fait, au Pathé-Lavalette. Et je tiens à dire aussi un truc, c'est que donc je parlais justement du cinéma de genre français et que notre ami Luc au cinéma Henri Verneuil va consacrer une soirée genre le 30 mars avec Gosland, donc qui sera diffusé à 22h. Et en premier film, il va diffuser un film de genre qui est vraiment bon, qui s'appelle Revenge. Qui n'a pas été diffusé sur l'agglomération toulonnaise. Sur l'agglomération toulonnaise, qui est vraiment un excellent film d'exploitation, un peu dans la veine de La dernière mission sous la gauche de Wes Craven, ou encore du Boulevard de la mort de Tarantino. Et je vous recommande vraiment d'aller voir ce film. On partagera la plaquette sur notre page Facebook pour la soirée genre Tout à fait. De l'Henri Verneuil. Et on vous conseille vraiment de venir nombreux, voilà, parce que ce sont vraiment deux bons films. Alors Maxime, tu as vu le The Disaster Artist, l'artiste désastreux. Alors est-ce un désastre ou une réussite ? Alors donc The Disaster Artist, donc c'est le nouveau film de James Franco. James Franco qui est un réalisateur qui est extrêmement prolifique. On va dire que seul 10% de sa production arrive jusqu'en France. Mais voilà, c'est un réalisateur qui tourne quasiment 2 films par an en tant que réalisateur, plus toutes ses participations en tant qu'acteur. Et en sachant qu'en plus, il fait de la partiture, il écrit. Et il a choisi pour donc son nouveau long métrage de s'intéresser à la jeunesse d'un des plus grands nanars de tous les temps qui s'appelle The Room. Donc nanar, je pense qu'Anthony aurait été peut-être un peu mieux spécialiste que moi pour parler de ce terme. Mais nanar, je trouve que c'est un terme qui est assez générique, qui a été employé souvent de façon assez erronée. Je vais vous donner donc une définition qui a été donnée par un de mes youtubeurs ciné préférés, qui s'appelle le Fossoyeur de films, et avec laquelle je suis assez d'accord. Un nanar, c'est un film qui n'a pas été étudié pour être mauvais, mais qu'il est à un tel point qu'il en devient involontairement sublime. Pour l'illustrer, je dirais et pour prendre le cadre justement de The Room, qui est le film justement dont The Disaster Artist étudie la genèse, son scénariste, réalisateur, producteur et atome, qui n'est autre que Tommy Wiseau, a pensé son film comme un immense drame à la Tennessee Williams, mais au final c'est un film qui est tellement mauvais qu'on se marre à chacune des séquences alors qu'elles ont été pensées comme fonctionnant au premier degré, comme un vrai drame humain à la Tennessee Williams. Et ce film est devenu donc un phénomène culturel exceptionnel, surtout aux États-Unis, à tel point que le meilleur ami de Tommy Wiseau et acteur dans le film, Greg Stresrow, a écrit un livre pour raconter l'histoire chaotique de ce tournage qui s'appelle The Disaster Artist. Et donc, comme vous l'avez deviné, James Franco a acquis les droits et l'a adapté. Donc, The Disaster Artist, c'est surtout l'histoire d'une success story un peu bancale, c'est-à-dire c'est un film à la narration un peu classique dans le sens où il va nous présenter la rencontre Stresrow et Wiseau, qui au moment où ils se sont rencontrés n'étaient que 2 petits acteurs d'un petit cours d'art dramatique de San Francisco, et qui rêvaient justement de percer dans le cinéma. Et ils vont partir pour Los Angeles afin de réaliser leur rêve. Et disons que Wiseau, voyant galérer justement Stresrow et aussi n'arrivant pas à trouver de rôle, va écrire et réaliser un film qui est à l'écart des studios. Et on va suivre donc cette aventure, ou plutôt cette mésaventure, du point de vue des 2 personnages, et jusqu'à ce que le film atteigne son succès. Et ce que j'avais peur dans ce projet, c'est justement qu'on se moque de ce personnage mystérieux qui est Tommy Wiseau, car encore aujourd'hui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est vraiment, où il a trouvé son argent pour réaliser le film, et surtout, on ne sait pas ce qu'il a voulu réellement raconter dans The Room. Et le film ne répond pas à ces questions, mais il retranscrit assez bien la passion qu'avait Tommy Wiseau dans le projet, et le montre vraiment comme un immense créateur maladroit qui voulait faire du cinéma ardemment
et que, on va dire, la réputation qu'il traîne est un peu, on va dire, injustifiée, parce qu'en gros, on dit qu'il a fait des films pour des raisons obscures, donc il y a plusieurs théories. On dit que d'un côté, c'est pour blanchir de l'argent de la mafia, que dans un autre, c'est un tyran tyrannique qui voulait faire justement un nanar pour se faire connaître, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment un créateur qui voulait faire un film et qui est ça, je trouve que le film le raconte très très bien. Il a été récompensé au Golden Globe. Tout à fait, mais je vais y venir. Et c'est la force du film, je trouve, car c'est avec l'interprétation magistrale de James Franco qui a été récompensé au Golden Globes. Et ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est qu'il a voulu se fondre dans le rôle de Tommy Wiseau qu'il a retourné des scènes entières de The Room avec toute son équipe technique. Et d'ailleurs, ces scènes sont à la fin du film, dans le pré-générique, où il met en parallèle justement des vraies scènes de The Room avec les scènes qu'il a tournées avec l'intégralité de son casting. Et on voit à quel point justement la ressemblance est saisissante justement entre les scènes. Hein. Ah oui, c'est quasiment du copier-coller, et je trouve que ça rend justice à la démarche de Tommy Wiseau. Je n'ai pas été totalement emballé par le film, j'aurais pu être emballé. Mais je trouve que le film est un peu vendu comme une comédie, donc il y a certes des moments drôles, mais pour lire un peu le livre en ce moment, il a pris pas les moments les plus tordants, les plus hilarants justement, qui se sont passés, les plus what the fuck qui se sont passés sur le tournage. Dans une adaptation, il y a obligatoirement des choix qui se font. Tout à fait, mais je trouve que voilà, ça colle assez bien à la volonté de rendre hommage justement à Tommy Wiseau et à ne pas le présenter comme quelqu'un justement d'égocentrique. Et rien que pour ça, je trouve qu'il faut voir ce film justement pour comprendre ce qu'a voulu faire Tommy Wiseau, et puis aussi peut-être que ça vous donnera envie de voir The Room, qui est un nanar magnifique. Voilà. On disait que The Room a été à l'affiche au cinéma aux États-Unis plus longtemps que Citizen Kane. Tout à fait, c'est la vérité. Et en plus, il a fait des soirées en France pour montrer que le phénomène est passé outre-Atlantique. Il a fait des soirées en France il y a un mois au Forum des Images et aussi au Grand Rex. Et ils ont rempli 2 fois le Grand Rex et le Forum des Images. Ah, donc c'est un bel hommage. Voilà, tout à fait. Parfait. Donc Julia, tu vas nous parler d'un polar italien qui s'appelle L'Ordre des choses. Oui, L'Ordre des choses, c'est un film de Andrea Segre, un Italien, qui a un profil assez riche, puisqu'en plus d'être un réalisateur de documentaires traitant de problèmes sociaux, c'est aussi un professeur d'université qui mêle ses sujets d'études universitaires à ses réalisations. Donc c'est un profil que je trouve très intéressant. Alors le film, lui, L'Ordre des choses, va traiter de la thématique des migrants. C'est un sujet brûlant en Italie, et particulièrement en Italie du Sud et dans certaines îles comme Lampedusa, qui sont des zones stratégiques de passage de migrants qui arrivent principalement de Libye. Alors l'intérêt du film, c'est qu'on va se placer du point de vue d'un fonctionnaire italien qui est chargé d'appliquer la stratégie européenne d'externalisation des frontières. C'est-à-dire que l'Europe n'a plus envie de traiter le sujet et le problème des migrants en Europe, mais hors de ses frontières. Du coup, et notamment dans des pays comme la Libye. Du coup, le personnage principal, Rinaldi, est un ancien policier qui est chargé de stopper l'afflux des migrants en Italie, et il part donc en mission en Libye, visiter des centres de rétention, et il va y découvrir le traitement inhumain qui est fait aux migrants par des trafiquants, et il va rencontrer de manière très inattendue une jeune Somalienne qui est migrante, Swada, et qui va lui demander de l'aide. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans la psychologie du fonctionnaire qui va se demander, est-ce que je vais faire mon boulot, ou est-ce que je vais être humain et je vais considérer cette femme en détresse qui voudrait passer en Europe. Alors j'ai beaucoup aimé ce film, et je trouvais qu'il est intéressant puisqu'il est traité comme un documentaire. On sent qu'il y a beaucoup de recherche derrière. Par exemple, j'ai écouté une interview du réalisateur qui explique qu'il a lui-même interrogé des fonctionnaires qui avaient le même profil et le même travail que Rinaldi, qui lui ont dit que la règle numéro 1 dans leur travail, c'était de considérer le problème migratoire comme un problème de chiffres et non pas comme un problème humain, donc d'avoir aucune empathie. En fait, là, c'est la définition même des technocrates. Les technocrates, c'est des hauts fonctionnaires qui favorisent des questions techniques et économiques au détriment des considérations sociales. Et c'est tout le problème qui tiraille le personnage principal, Rinaldi. Est-ce que je choisis les chiffres ou l'empathie ? Donc, sous un aspect lisse de presque documentaire, ce film il montre une réalité et des violences sociales dans les oppositions entre des vies de fonctionnaires italiens assez bourgeoises et celles de migrants. Donc voilà, il n'y a pas non plus des velléités d'un grand film d'action ou d'intrigue, mais je l'ai trouvé bien réalisé, efficace, c'était une bonne surprise. Et en fait, c'est surtout une claque quand on comprend tout l'enjeu que revêt l'ordre des choses. Voilà. Et c'est encore au Royal pendant une semaine, du coup, je vous conseille d'y aller.
Il y est pas la semaine prochaine, c'est bien ça? Pendant une semaine, si. Oui, mais la semaine prochaine, il entame déjà cette seconde semaine. Voilà, oui. Ouais. D'accord. Après, je sais pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de sorties au Royal les 3 prochaines semaines, beaucoup de nouveautés, notamment le 21 et le 28. Donc oui, je vous conseille vraiment de ne pas trop tarder avant d'aller le voir. Et voilà, parce que c'est, comme a dit Julia, c'est vraiment un bon film. Alors, on passe à autre chose. Maxime, tu as vu un très beau film marocain, Razzia, je crois. Qu'en est-il ? Alors, tout à fait. Donc, c'est assez compliqué de parler de Razzia car c'est un film choral assez spécial. C'est-à-dire, on va suivre la trajectoire de 5 personnages qui vivent dans 2 époques différentes. L'un d'entre eux est un professeur qui enseigne à des jeunes enfants dans une petite école d'un petit village situé dans les montagnes d'Atlas durant l'année 1983. Et les 4 autres personnages vivent tous à Casablanca durant l'année 2015, année qui a mis en exergue un conflit latent dans la société marocaine où s'opposent tradition et modernisme. Donc ces portraits sont assez représentatifs, je trouve, d'une partie de cette société marocaine qui a soif de liberté. C'est-à-dire on va retrouver justement ce professeur qui va se faire virer de son école car il n'entrait pas dans les carcans de cette société, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en 1983, il y a eu une grande réforme de l'éducation au Maroc où toutes les écoles devaient justement enseigner l'arabe et non plus les dialectes locaux. Mais aussi, on va croiser en 2015 un restaurateur juif qui n'arrive pas à trouver l'amour à cause de sa religion, une femme dont le mari va l'empêcher de trouver un travail, et une adolescence qui cherche à se découvrir sexuellement, mais dont la morale bien pensante souhaiterait qu'elle reste encore vierge jusqu'à son mariage 2 ans plus tard. Et surtout, un jeune homme qui se rêvait de devenir Freddie Mercury, mais l'admiration pour son icône lui vaut d'être raillé et persécuté par une partie de son quartier. Ces trajectoires ont formé une mosaïque, vraiment une belle mosaïque qui donne un discours vraiment extrêmement progressif sur cette société marocaine qui prône vraiment une immense modernité et une immense soif de liberté. Ces trajectoires, prises individuellement, elles ne fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent de concert, on va dire. C'est-à-dire que si on en isole une, je trouve que narrativement, c'est assez pauvre et que c'est plus en fait une trajectoire fonction que réellement une histoire à proprement parler. C'est un peu le défaut que je reproche au film, mais comme je l'ai dit, ça fonctionne hyper bien de concert. Et d'ailleurs, je félicite la monteuse Sophie Rennes, qui a notamment œuvré sur des œuvres de Rémi Besançon, d'avoir réalisé un montage qui est quand même assez fort, puisqu'on arrive quand même à comprendre, malgré les différences de temporalité, et aussi le fait qu'il n'y a quasiment aucun, on va dire, lien entre ces trajectoires de personnages, à part justement le message que veut véhiculer son réalisateur Nabil Ayouch, qui avait d'ailleurs réalisé un super film qui s'appelait The Much Loved. Et moi, j'ai été énormément touché par ce film, vraiment. Je trouve que c'est un message presque d'espoir que porte Nabil Ayouch et sa co-scénariste Myriam Touzani, qui interprète d'ailleurs l'un des rôles féminins principaux du film, sur cette société marocaine, voilà, sur cette jeunesse marocaine qui se rêve justement de liberté, mais que une partie de la population qui se veut plus traditionnaliste l'empêche justement de réaliser ce rêve de liberté. Et voilà, je trouve que c'est pas le meilleur film du réalisateur, mais c'est un film qui est magnifique, poignant, et rien que pour son message et la force avec laquelle il le véhicule, je vous recommande d'aller le voir. Il passe au Royal et c'est un coup de cœur, et je tiens à le dire, voilà, c'est un immense coup de cœur. On passe à toi, Nathalie. Tu as vu Hostile, le dernier western hollywoodien, aussi grande sortie de cette semaine. Alors, y es-tu hostile ou l'as-tu aimé ? Qui c'est qui a écrit un truc pareil ? C'est Julia. C'est moi Julia, pendant le jingle. Donc, oui, je suis allée voir Hostile hier et j'ai eu beaucoup de mal à faire ma chronique. Vraiment, je suis encore bien sous le coup de l'émotion. Donc, je suis allée voir ce film hier. Donc, ça nous plonge en 1892. Le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint d'escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne, mourant sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, il rencontre Rosalie Quaid, seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches. La jeune femme est traumatisée, va se joindre à eux durant leur périple. Comment ne pas être touché par ce film ? C'est un western sublime,
tout en finesse et en subtilité. On est bien loin des westerns spaghetti où ça tire dans tous les sens et où ça galope tout le temps. Le réalisateur nous entraîne dans un road trip, dans un voyage initiatique de ce qu'a été notre vie et jusqu'où l'on va. Tout au long de ce film, on va explorer toutes sortes de facettes de nos émotions, le remords, la compassion, le respect, la haine, l'amour, avec une évolution constante pour chacun des personnages. Même si le tempo de ce film est très lent, ce n'est que pour sublimer ces émotions, servies dans des paysages impressionnants. Le personnage qui m'a le plus touchée, c'est Joseph, ce héros de guerre avec ses idées bien arrêtées, parce qu'on se doute qu'à son âge, parce qu'il est proche de la retraite, pour arriver, on va dire, à ce niveau dans l'armée, il faut avoir un caractère quand même bien arrêté, puisqu'il faut quand même suivre les ordres. Mais qui est ce héros ? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour faire respecter les ordres reçus par sa hiérarchie ? Et en face de lui, on a le chef de guerre Cheyenne qu'il a affronté, qu'il a emprisonné. Et sa relation entre les deux hommes, évidemment, est compliquée. Et ils vont devoir cohabiter. C'est poignant, c'est touchant, parce que c'est pas forcément ce qu'on attend d'un western, avec ce degré de psychologie derrière. Le film est servi par un casting 5 étoiles. Christian Bale, qui est impérial. Son jeu est époustouflant. L'évolution de son personnage m'a fait craquer, mais tout le long du film. C'est-à-dire que le film dure 2 heures. Et j'ai été prise par l'émotion plusieurs fois pendant ce film, de par son interprétation assez sobre, assez digne de ce soldat qui est tourmenté, qui n'a peut-être pas forcément l'habitude d'être confronté à ces émotions-là. En face de lui, on a Rosamund Pike, qui est une actrice que j'adore, mais vraiment, de par sa palette de jeux. Et là, elle nous sert encore une femme forte. Qu'est-ce que je les aime quand elles sont fortes, les femmes à l'écran, parce qu'elles nous montrent à quel point on peut se transcender et à quel point on peut être forte dans un pays aussi dur et à une époque aussi dure. On peut être aussi forte qu'un homme. Et ça, vraiment, le personnage de cette femme, Rosalie, est absolument magistral. Et Wes Studi, qui joue le chef Cheyenne, qui est impérial. On a l'habitude de le voir sur nos écrans, qui interprète, on va dire, donc des Indiens. Mais tout est en sobriété. Le film est je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que vraiment, le film, je ne sais pas si je vais pas retourner le voir, parce que je suis sûre que je suis passée à côté de certaines émotions, que je suis passée à côté de certaines choses que le réalisateur a dû nous montrer. Et ce film m'a émue, il m'a bouleversée, que ça soit les personnages qui ont été écrits avec énormément de finesse, comme je le disais, et ces paysages qui nous jalonnent. Alors, oui, le rythme est très très lent. On prend le temps de bien nous décomposer toutes les facettes de ces émotions. Et je ne sais pas quoi dire autre que le film m'a vraiment bouleversée et je suis encore dedans. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à retranscrire par écrit mon ressenti, parce que je suis dedans, vraiment. Et c'est un film, pour moi, très important. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous donner envie d'aller le voir, mais c'est pas le western classique où ça galope dans tous les sens. C'est un western où on va nous montrer des jolies choses, avec de jolies émotions. Donc vraiment, je trouve que la campagne de publicité n'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce film. Donc il faut vraiment aller le voir, il faut courir le voir. D'ailleurs, ça fait énormément de bien quand tu dis ça, justement, parce que j'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que Scott Cooper est revenu un peu à une veine un peu plus intimiste qu'il avait un peu oublié sur ses derniers films comme Black Mass ou justement les... J'ai beaucoup aimé les Brasiers de la colère. Déjà avec Christian Bale, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et le film était... C'est vrai que quand on met un petit peu en parallèle tous les films de sa filmo qui m'ont plu, on retrouve cette même lenteur, cette même description des sentiments. Tout à fait. Et c'est touchant. Et ça nous permet de voir certains aspects sur une autre facette. Donc c'est facile à dire. Mais c'est vrai que je pense que le milieu du western, on nous l'a rarement montré sous cet angle-là. Et je trouve qu'il a été réalisé avec
avec beauté. Mais autant beauté à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que les paysages sont splendides, ils sont grandioses. Et de voir, on va dire, la bataille intérieure, quel qu'il soit, quel que soit le personnage, il y a une espèce de confusion interne pour abandonner ce qu'on a été, pour vivre l'instant présent, et qu'est-ce que ça va donner plus tard. C'est bouleversant. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. En tout cas, tu m'as donné extrêmement envie de le voir. Tu m'as donné déjà envie de le voir. Oui, hier. mais tu me l'as donné encore plus envie de le voir, et surtout que la presse est assez unanime et va dans ton sens. Donc voilà, c'est un peu ce genre de petite surprise qui ne se trouve pas aux Oscars, mais qui arrive quand même à... C'est dommage, vraiment. Voilà, mais qui arrive quand même à arriver dans nos contrées grâce à un gros casting, et qui est un peu une petite surprise qu'on n'attendait pas. S'il n'y a pas le casting de ce film, c'est vrai que tu as raison de le souligner, il ne serait pas sorti sur nos écrans. Non. Après, c'est vrai qu'il est vraiment bien servi, mais tous les personnages sont beaux. Et ça serait dommage. Ça serait dommage. Julia, donc tu vas nous parler d'un film de science-fiction que j'ai adoré, mais qui n'est pas sur grand écran, qui est sur Netflix, qui s'appelle Annihilation. Oui, Annihilation ou Annihilation, du coup en français. C'est un film de Alex Garland, un réalisateur anglais qui a beaucoup de casquettes que je ne lui connaissais pas. C'est notamment un écrivain. Il a écrit La Plage, qui a ensuite été adapté, le film avec Leonardo DiCaprio. Il est aussi scénariste, notamment de 28 jours plus tard, et récemment réalisateur, notamment de Ex Machina, qui était un film sur l'intelligence artificielle. Alors, Annihilation, c'est l'histoire de Lena, qui est jouée par Nathalie Portman, qui est une biologiste qui part en mission dans le but de comprendre ce qui est arrivé à son mari, Oscar Isaac, dans une zone où un mystérieux phénomène se propage le long des côtes américaines. Cette zone, c'est Area X, qui menace physiquement et mentalement toute personne qui y pénètre. Alors, je ne suis pas spécialement fan de la science-fiction généralement, mais là, j'ai été conquise par ce film, je l'ai trouvé fascinant à bien des égards. Déjà, je l'ai trouvé intéressant, puisque j'ai l'impression que dans les films de science-fiction, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qu'on voit. Ou alors la technologie qui prend le dessus sur l'homme, comme dans Ex Machina, ou bien il s'agit de monstres, ou bien on est dans une autre planète. Mais là, c'est différent. Là, c'est la mère nature dans notre planète, à nous, qui va péter un câble. Et ce n'est plus l'homme qui influence sur la nature, mais c'est la nature elle-même qui va prendre ses propres décisions, puisqu'au sein de l'Area X, il se passe le phénomène de l'annihilation. L'annihilation, ça peut être un phénomène biologique, un phénomène physique, mais ça se traduit surtout par un anéantissement et une destruction. Donc du coup, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vous spoiler l'histoire du film, mais il est quand même fascinant, parce qu'il est aussi philosophique. Il y a une réflexion sur l'autotransformation, l'autodestruction de la nature, mais aussi l'autodestruction de l'homme lui-même, puisque les personnes qui partent en expédition avec Nathalie Portman dans l'Area X, elles connaissent des troubles psychologiques majeurs, elles ont des comportements elles-mêmes autodestructeurs. Ce qui est aussi intéressant, du coup, c'est que cette expédition, elle est composée de 4 femmes, dont Nathalie Portman, et ça rend le film assez féminin. Et puis Nathalie Portman est splendide, c'est assez intéressant puisqu'elle a un physique assez frêle, mais elle est sans peur. Je l'ai trouvée parfaite dans ce film, et puis tous les acteurs aussi sont très bons, et ça fait que le casting est réussi. Et puis ensuite, dernière touche fascinante du film, c'est le spectacle esthétique qui nous donne à voir. Au sein de l'Area X, la lumière et la couleur créent une ambiance surréaliste, au ton presque psychédélique. Il y règne une beauté et une confusion, soulignée par une musique électronique parfaite, à la fois vaporeuse et inquiétante. Mon seul regret, c'est de ne pas le voir sur grand écran, puisque tu l'as dit, Maxime, c'est une sortie Netflix. Donc je ne peux pas vous conseiller d'aller le voir, mais je peux vous conseiller de le regarder si vous avez Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, pensez au mois gratuit qui est possible. Voilà. T'as des actions ou quoi? Non, Voilà. non, mais donc, c'est juste pour... Juste avant de laisser la parole à l'attaque, justement, à l'attaque Pourquoi de la... l'attaque? Oui, parce que ce film n'a pas fait l'unanimité Voilà, au sein de cette n'a émission. pas fait Du coup, on va l'attaque. laisser la parole à Juste, Nathalie. voilà, juste un petit mot justement sur la sortie Netflix. Je trouve ça énormément dommage justement que le film sorte sur Netflix, mais je pense qu'il paye un peu la stratégie qu'avait mis en place la Paramount autour justement de Mother et de Downsizing, qui se sont pris des bids ahurissants au Et pas box-office. justifié pour Mother, je tiens à le redire. Oui, voilà.
Et justement, parce que la Paramount a laissé l'année dernière beaucoup de liberté artistique à ses créateurs, que ce soit justement Darren Aronofsky, Alexander Payne, Alex Garland et aussi le réalisateur justement du troisième volet de Cloverfield. Et je pense qu'ils ont été un peu échaudés par les mauvais résultats au box-office. C'est pour ça justement qu'ils les ont un peu refourgués à Netflix. Enfin, c'est la seule raison pour moi qui justifie justement cette sortie sur Netflix. Parce que voilà, il faut dire que Cloverfield et Annihilation ont eu des projections test aux États-Unis qui ne sont pas très bien déroulées. Et ils ont eu peur justement de prendre un énième four. Donc ils ont préféré le vendre un peu comme ça sous le manteau à Netflix en échange d'un gros chèque, plutôt que justement essuyer des pertes au box-office. C'est vraiment dommage. Vraiment. Visuellement, tu peux pas dire que c'est pas dommage. Non, mais tout de suite, vous dites que je vais l'attaquer, pas forcément. Comme tu l'as si bien dit, Julia, visuellement, le film, il est vraiment très très beau et il est très très bon. La musique est assez. Les 10 dernières minutes sont fascinantes. Pour ces raisons-là, j'aurais voulu le voir sur grand écran pour la musique, pour avoir un son assez sympathique, et visuellement. L'interprétation de Nathalie Portman est éblouissante. Après, moi, le reste, excusez-moi, je suis passée à côté. J'ai trouvé que le film était vide. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Je suis passée... Bon, tout ce qu'elle a dit, Julia, je l'ai vu. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça tellement classique, tellement prévisible et tellement... prévisible. J'ai trouvé vide. Je m'attendais à autre chose quand même, un truc qui bouge un peu plus. En plus, on n'a que des femmes au casting. Le seul homme, ou l'un des seuls hommes, il est couché dans un lit. Donc, je m'attendais vraiment à avoir un truc qui peps, quoi. On a des... Eh ben non. Disons que c'est un peu, et pour en avoir discuté avec Alcide de Cinématogrille, c'est un film de science-fiction un peu philosophique qui arrive peut-être un tout petit peu tard, puisque on en a énormément discuté. Enfin, il avait trouvé, lui, un peu en reproche que le film partait un peu sur le même sujet que Stalker de Tarkovsky. Moi, j'ai jamais vu un film de Tarkovsky, je le confesse ici, même si je pense que c'est un immense péché, justement, en tant que cinéphile. Mais ouais, j'ai trouvé que, du point de vue, justement, de la manière dont il traitait un sujet aussi délicat et difficile que la dépression, comme une sorte d'immense parabole à cette fable SF, j'ai trouvé ça brillant et ingénieux. Alors oui, la dépression. Alors oui, c'est vrai que c'est de la dépression SF. Ok, si vous voulez. Moi, il y avait un film qui avait très très bien traité de la dépression. C'était avec Jake Gyllenhaal, où il détruisait sa maison pour la reconstruire. Demolition. Voilà. Oui, mais ce film, il est sublime. Je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu une part. Ça faisait très longtemps, enfin parce que j'ai pas vu Stalker, mais je vais dire, je vais mettre un peu à la place de quelqu'un qui aura vu Stalker, et je fais entièrement confiance à Alcide, que ça fait très longtemps qu'un film de science-fiction n'a pas justement traité par une parabole ce genre de sujet. Et je trouve ça très bien qu'on le fasse. Alors, j'ai une autre analyse, moi, par rapport à la sortie Netflix. C'est, même si les thèmes abordés, donc à première vue, ça plaît pas, je ne pense pas qu'il aurait attiré les gens au cinéma. Vraiment. Nathalie Portman, Oscar Isaac. Disons que Alex Garland est très mal distribué en France. Ex Machina avait fait 40 copies alors qu'il avait eu un prix à Gérardmer. Oui, je pense qu'il aurait eu quelques difficultés. Après, c'est surtout vraiment le retour des projets tests qui les ont pas encouragés à le sortir en dehors des États-Unis, parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce film est sorti en salle au Canada et aux États-Unis, et en Chine, mais aussi, merci Julia, mais sorti sur Netflix dans les autres pays du monde. Voilà. Ça m'a pas forcément troublé, mais bon, moi, heureusement, nous sommes tous différents. Voilà. Donc on va terminer cette émission par un instant douleur. Oh là là, mon Dieu. Un instant très douloureux, puisque ça va être maintenant ce qu'on va appeler, je l'ai renommé comme ça, j'espère que Luc est d'accord et ira dans mon sens, et que toi aussi Nathalie, Julia, vous irez dans mon sens. L'instant pot pourri. En plus, avec le premier film que tu vas nous citer, j'ai vécu la douleur avec toi, me semble-t-il. Non, alors je vais commencer par Eva, justement, qui est encore plus pourri que Tomb Raider. Donc le film... C'est pas possible. Ah si, le film est intriguant pendant 20 minutes avant de sombrer de manière aussi spectaculaire que le Titanic. Seule Isabelle Huppert est à peu près crédible dans une sorte de caricature de son personnage de Elle. Isabelle Huppert. Je connais pas.
Voilà, donc c'est un échec total, vraiment, je vais pas m'épiloguer là-dessus parce qu'il y a des films plus intéressants à parler, c'est vraiment un échec total qui m'a mis assez en colère à la sortie. Et je tiens à féliciter Benoît Jacot, le réalisateur, pour avoir investi des parts en cette période de crise dans la SNCF et d'avoir permis au travers de son film de promouvoir nos TGV au Festival de Berlin où il était sélectionné en compétition. Voilà. Bon, on tombe bien bas quand même. Hein. Oui. C'est bien. Donc voilà. Donc le deuxième, c'est Tomb Raider. Donc Tomb Raider, c'est simple. Vous faites une liste des pires clichés des films d'aventure pré et post l'avènement du personnage de Lara Croft en jeu vidéo. Vous rajoutez la trame et les mécanismes de gameplay du reboot de la licence de jeux vidéo qui est sorti il y a 4-5 ans sur les consoles. Vous ajoutez des dialogues random, vous donnez le tout à un Yes Man qui souhaite reconstituer tout en studio avec des gros fonds verts tout pourris, les décors extérieurs, et vous avez le film. Il y a seule Alicia Vikander qui arrive à peu près à tirer son épingle du jeu car elle incarne vraiment la vision qu'avaient justement les créateurs du jeu, du personnage de Lara Croft dans le reboot. Alors, vraiment, pour avoir subi, parce que c'est vraiment subir là, franchement, pendant 2 heures, cette espèce de bloubi-boulga, alors vous étiez pas nés les enfants, je suis désolée de le dire, hein, mais lorsque le premier jeu vidéo Lara Croft est sorti... Si on était nés 97. Oui, enfin bon, tu chipotes, tu étais bébé. J'ai revu des séances du jeu dans le film, c'est absolument immonde ce truc. Oui, mais tout et à en fait. plus, je trouve que Angelina Jolie s'en sortait mieux. Non, alors ça c'est parce que tu n'as pas joué au reboot, mais le Non, reboot... je joue pas à Tomb Raider, tu m'excuseras à mon âge, je ne joue pas à Oui, ça. non, mais elle correspond au personnage du jeu vidéo du reboot. Elle est dans l'attitude, dans les émotions, et elle incarne aussi bien le nouveau personnage de Tomb Raider que Angelina Jolie incarnait les anciens. Voilà. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est son mari. Voilà, c'est dit. Ah, ça c'est sûr. Et je vais terminer rapidement. Je sais pas si je vais vous parler de la caméra de Claire. Enfin oui, allez, je vous parle de la caméra de Claire puisqu'on l'avait mis dans le programme. Donc il faut que je fasse une rapide remise en contexte de la vie personnelle de son réalisateur pour que vous compreniez pourquoi je déteste le film. Donc en 2015, Song So, le réalisateur coréen qui avait notamment fait In Another Country, quitte sa femme pour celle qui est en train de devenir son actrice fictive qui est Kim Mi-hee, que vous avez notamment aperçu dans le Mademoiselle de Park Chan-wook. Et l'affaire avait fait tellement scandale en Corée qu'il ferait passer l'affaire Trierweiler pour une partie de jokerie entre amis. Voilà, donc et ce que je ressens dans ces 2 derniers films, que ce soit qui ont été présentés à Cannes cette année, c'est-à-dire La caméra de Claire et le jour d'après qu'on avait chroniqué en juin, c'est que en fait, il cherche à faire sa thérapie de cette histoire en dépeignant des personnages romériens sur fond d'adultère. Et j'ai trouvé que ce qui m'avait énormément gêné dans La caméra claire, c'est outre le fait qu'il s'agit d'un moyen métrage concept un peu philosophique, poète, très poussif, où l'on sent que c'est plus la volonté d'accomplir un défi technique en tournant une œuvre durant le Festival de Cannes que de faire un grand film, c'est que j'ai trouvé que certaines séquences faisaient un parallèle extrêmement gênant avec sa vie privée. Et rien que pour la séquence où le réalisateur insulte justement le personnage de Kim Mi-hee avec qui il a une liaison parce qu'elle porte des jupes trop courtes, je trouve ce film est scandaleux. Et voilà, je vais pas dire qu'Hong Sang-soo devrait arrêter de faire du cinéma s'il continue dans cette veine, mais voilà, tu peux pas te permettre de dire ça. Il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça. Vraiment, vaut mieux que ça. Et j'espère de retrouver avec des films de la même veine qu'In Another Country. Donc sur ce, on va vous laisser, on va se quitter là-dessus malheureusement. Juste peut-être aller voir le Duboss qui est pas si mal que ça, mais on en reparlera sur la page Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, on se retrouve dans 15 jours avec des très bons films qui s'annoncent. Et voilà, on vous donne rendez-vous au Vox, venez nombreux et on vous laisse entre les mains experts de Foundation. Bonne soirée, au revoir.